Bonjour. Alors, dans ce document, je vais vous présenter l'exercice Quizmat 2, partie A. Donc, vous allez partir d'un... D'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Quizmat 1 pour faire Quizmat 2. Donc, je vais vous fournir du code duquel vous allez partir pour cet exercice-là. Donc, l'idée, c'est de partir d'un code qui contient des objets passifs, on pourrait dire dumb object, donc des objets passifs, pour en faire des objets actifs ou smart objects. Donc, les étapes, on va diviser ça en deux. On va prendre une première étape, ça va être partir des objets passifs, en faire des objets modulaires. Et la deuxième partie, ça va être de partir de ces objets modulaires-là et d'en faire des smart objects. Donc, la partie A, c'est l'objet du présent document. Donc, vous allez avoir un code initial que vous allez récupérer que je vous donne. Vous créez un nouveau projet Visual Studio, vous modifiez pour vos initiales et ensuite vous exécutez, vous me donnez un exemple d'exécution qui montre que tout fonctionne bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez sur Git pour sauvegarder. Donc, si on inspecte le code, on se voit qu'on a trois classes, c'est-à-dire deux classes et un record. Donc, on a un record question qui contient les différentes questions qui vont avoir été répondues ou à répondre par l'utilisateur. Par exemple, si on a nombre 1 égale 4 et nombre 2 égale 7, ben, ça va être la question 4 fois 7. Maintenant, on a le Quizmat lui-même, donc le jeu, le déroulement du jeu, avec les différents succès, les différents échecs obtenus par l'utilisateur en cours de jeu, un générateur de nombres aléatoires pour générer les questions, les nombres, c'est-à-dire, et finalement, un booléen pour dire si c'est terminé ou pas. Maintenant, chaque fois qu'on pose une question à l'utilisateur, on considère que c'est un challenge. Donc, on fait comme rentrer en phase de challenge. Puis quand on change de question, on change de challenge. Okay? Donc, le challenge, évidemment, possède une question. Le challenge correspond au quiz en cours. Et après ça, le challenge a un certain nombre d'essais. Donc, est-ce qu'on l'a essayé une fois, 0 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et quand il est terminé, ben, on met à true. Quand le challenge est terminé. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu faire que le Quizmat contient une liste de challenges. Mais là, on a préféré faire en sorte que le challenge, en fait, c'est le challenge qui fait référence au Quizmat. On a différentes fonctions, finalement, pour contrôler le déroulement du jeu. Donc, si on va voir ces fonctions-là un peu plus en détail, donc, on va aller ici. Donc, d'abord, ben, en haut, on a des constantes là, pour gérer un peu le jeu. Donc, c'est quoi les initiales, les débuts de feedback, new item, max opérand, donc des constantes. On a la fonction main qui est lancée pour démarrer le jeu. Donc, la fonction main, si on regarde c'est quoi, ben, on commence par créer un nouveau Quizmat. Après ça, on pilote le quiz. Et à la fin, on affiche les statistiques. Donc, str stats quiz ici. Donc, les statistiques, on voit en fait qu'on va afficher les succès. Après ça, on va afficher les échecs. Après ça, on va afficher le taux de succès. Donc, vous pourrez aller voir c'est quoi ces fonctions-là, donc comment on fait, on affiche le taux de succès ou les séquences statistiques. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va piloter le quiz. Donc, comme on est ici dans le main, on pilote le quiz. Donc, piloter le quiz, c'est pas compliqué. Tant que le quiz n'est pas terminé, on pilote un challenge, mais on commence par créer un nouveau challenge pour le quiz. Okay? Puis après ça, on pilote ce challenge-là. Et tant que le quiz n'est pas terminé, ben, on crée un nouveau challenge, puis on pilote le challenge, etc., etc. C'est relativement simple. Voici comment on fait pour créer un nouveau challenge. Comment on peut piloter un challenge. Bien, tant que le challenge n'est pas terminé, on affiche le problème en question. Après ça, on va chercher la réponse de l'utilisateur, puis on traite la réponse pour obtenir un feedback. Et après ça, on affiche le feedback à l'utilisateur et on incrémente le nombre d'essais. Puis après ça, c'est ça, tant que le challenge n'est pas terminé. Donc, c'est relativement clair. Après ça, on va traiter les réponses. Donc, on commence par parser la réponse de l'utilisateur pour voir si ça fonctionne. Donc, si on réussit à la parser, on obtient un nombre, sinon on laisse ça sous forme de string, ce qui nous permet d'avoir un seul gros switch pour gérer toutes nos possibilités. Donc ici, switch réponse, si c'est N ou next, ça veut dire qu'il faut passer au suivant. Si c'est Q, X ou exit, ça veut dire qu'il faut terminer.
Après ça, si c'est plus grand que 0, puis que le nombre correspond à la solution du challenge, à ce moment-là, on ajoute le challenge, la question, c'est-à-dire dans le quiz, dans la liste des succès. Okay. Si jamais, ici, on était passé au suivant, ben, on avait ajouté un échec dans ce cas-là. Sinon, si c'est un nombre, mais que ce nombre-là n'est pas la bonne réponse, on dit non, c'est pas la bonne réponse. Sinon, ben, on affiche comme quoi l'entrée est invalide. Bon, c'est bien difficile, on dirait, d'avoir la bonne affaire. Donc, ici, donc le code que je vous ai fourni, c'est un code typiquement procédural, okay? Donc, dans lequel les objets sont passifs. Donc, pour rendre le code typiquement oriente-objet, il faut que les objets deviennent actifs, smart. Okay? Typiquement, en programmation oriente-objet, on a, pas toujours, mais en partie, on a des objets actifs, smart. Et avec des données qui sont mieux protégées, bien encapsulées. Donc, d'une part, on a la programmation procédurale, d'autre part, on a la programmation oriente-objet. Est-ce que la programmation procédurale est mauvaise? Non. Il y a plein de programmes qui sont codés en procédural, mais il faut bien comprendre le procédural pour après ça comprendre c'est quoi l'oriente-objet. C'est pour ça que je vous fais faire des programmes d'abord procéduraux avant de faire des programmes oriente-objet. Okay. Une approche assez simple pour rendre le code plus modulaire et éventuellement oriente-objet, c'est de répartir les différentes fonctions dans les différentes classes déjà existantes. Donc, en général, on peut se baser sur les paramètres et le type retour de la fonction pour y arriver. Par exemple, la fonction suivante, strstats, qui prend un quizmat en argument ou en paramètre, mais cette fonction-là devrait se retrouver dans la classe ou le record quizmat. Okay, dans ce cas-là, c'est une classe. Des fois, vous allez avoir des ambiguïtés. Par exemple, si vous avez une fonction qui prend comme paramètre un quizmat et une question, vous allez vous dire, ouais, mais cette fonction-là, est-ce qu'il faut la mettre dans quizmat ou la mettre dans question? Pour répondre à ce dilemme-là, vous devez vous poser deux questions importantes. La première, c'est est-ce qu'il y a un de ces objets-là qui est modifié par ma fonction? Okay? Donc, la fonction ajouter échec va modifier le quizmat, mais ne modifiera pas la question. L'autre question importante, c'est est-ce qu'il faut accéder aux données, aux propriétés d'un des deux objets en argument. Donc, quizmat, oui, il faut accéder à la liste des échecs pour pouvoir l'ajouter dans la classe quizmat, mais la question, on n'a pas besoin d'accéder à ces données. Comme on n'a pas besoin d'accéder à ces données, celle-là, on a besoin d'accéder à ces données. Donc, en général, on met la fonction dans la classe qui est modifiée ou pour laquelle on doit accéder à ces données. Donc, dans ce cas-là, quizmat est modifié et on doit accéder aux données de quizmat. Donc, on a deux bonnes raisons pour mettre la fonction ajouter échec dans quizmat et non pas dans question. Donc, à vous de jouer maintenant. Donc, répartissez les différentes fonctions, sauf main, entre les différentes classes. Donc, laissez-les statiques pour le moment. On va s'occuper d'en faire des méthodes d'instance plus tard. Et rendez-les aussi publiques pour le moment. Donc, on va voir plus tard si certaines pourraient devenir privées. Ajoutez des using statiques pour faire en sorte que vous puissiez accéder à ces différentes fonctions-là. Donc, le code n'a pas besoin d'être entièrement compilable pour le moment à cause des constantes. Donc, le code n'est pas, entièrement compilable encore à cause des constantes. Donc, ce qu'on peut faire pour ce qui est des constantes et de la fonction main, c'est de créer une classe statique programme. Et dans cette classe-là, vous allez mettre les constantes et vous allez mettre votre fonction main. Comme vous voyez ici. Donc, vous avez juste à faire une saisie une fois que vous avez fait ça. Normalement, rendu là, votre code doit être compilable et exécutable et ça doit fonctionner normalement. Okay? Si ce n'est pas le cas, faites les ajustements nécessaires. Ensuite de ça, vous devriez vous rendre compte que vous avez maintenant réparti vos fonctions dans vos différentes classes et records. Donc, comme vous voyez ici dans le code, on a des using statiques et on a les classes ici avec le record et il n'y a plus aucune méthode et constante qui est à l'extérieur des classes et des records. Donc, faites une saisie pour me démontrer que vous êtes bien rendu à cette étape-là et ajoutez votre nom ici en commentaire en bas.
Maintenant, ce qu'on fait en général, c'est que en programmation orientée objet, on va faire en sorte que, pas juste en programmation orientée objet, mais en programmation orientée objet, entre autres, ce qu'on préfère, c'est que chaque classe ou record soit dans son propre fichier. Comme ça permet de retrouver plus facile, de retrouver plus rapidement les différentes classes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sélectionner par exemple une classe comme QuizMath, vous pouvez afficher ces réusinages disponibles avec contrôle point, et après ça, un de ces réusinages-là va être move type to nom de fichier .c#. Donc, le nom de la classe .c#. Donc, ici, quizmath.cs. Donc, vous allez faire ça avec les classes et les records, de sorte que vous allez finir par vous ramasser avec les fichiers suivants, challenge.c#, programme.c#, question.c# et quizmath.c#. Donc, pour finaliser le tout, vous allez ajouter votre initiale ici pour le nom de votre projet et vous allez faire une saisie de vos différents fichiers et finalement, vous allez immortaliser le tout ici sur Git. Alors voilà, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation et remettre le tout sur l'IA comme d'habitude.